Amis des batteries et des courants faibles, bonjour. Bon, il fait une chaleur à crever ici. Je suis un petit peu en sueur, je suis désolé, mais c'est très dur. En même temps, je mets pas mon ventilo parce que ça fait de bruit. Déjà, vous allez peut-être entendre au-dessus celui du serveur là qui est un petit peu à fond. Mais enfin bon, c'est la canicule, on se fait caniculer, c'est le but du jeu. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous montrer? J'en ai déjà parlé, hein, ma femme élève des chevaux, et comme elle élève des chevaux, bah, elle a plein de prés, de champs, de trucs comme ça, et le seul moyen efficace pour éviter que ces derniers animaux aillent se promener à droite à gauche, c'est d'avoir des clôtures électriques. J'ai déjà fait une vidéo pour les présenter. Ces clôtures électriques sont très souvent alimentées par des batteries au plomb, et les batteries au plomb, elles ont un petit défaut qui est très très chiant, qui est que quand leur tension descend en dessous de 11 volts, hein, c'est à peu près, et ben si on continue à tirer du courant dessus, ça continue à se décharger, et ben elles vont entrer dans un cycle de décharge profonde et elles vont se mettre à sulfater. Hein. C'est-à-dire que cette sulfatation, je sais pas trop comment on dit, c'est un phénomène physique qui fait que, ben, en gros, la batterie elle va devenir avoir une résistance interne pas possible et elle va pas bien marcher. Alors, il existe des montages par impulsion qui permettent de les désulfater et tout, mais bon, comme je dis toujours, faut beaucoup mieux traiter les causes que les effets. Et l'idée, c'est d'empêcher que ça sulfate. Donc, normalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut essayer de surveiller au mieux. Et dès qu'on voit qu'une batterie descend en dessous des fameux 11 volts fatidiques, eh ben, de les recharger au plus vite et au moins de couper la charge. Mais bon, ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est pas très simple à faire. Et j'en ai un petit peu marre, ça coûte la peau du cul les batteries, et moi, je trouve qu'on les change assez souvent. Et voilà, bon, des fois on oublie, et comme la clôture elle continue à consommer, elle décharge et décharge et décharge la batterie, et la batterie, elle sulfate à mort, et elle vit pas longtemps, et ça coûte du pognon. Donc j'ai décidé d'essayer de faire quelque chose. Et une des premières choses qu'on peut faire, et qui est assez facile à faire, c'est de faire un système, on va dire, d'anti-décharge. Alors le principe c'est quoi? C'est un truc vraiment très très simple à comprendre. C'est un circuit qui fait que dès que la tension aux bandes de la batterie atteint un certain seuil, mettons les fameux 11 volts, et ça coupe la charge. Donc ça, c'est plutôt comme ça quelque chose d'assez simple à faire, je veux dire, au niveau électronique. L'idée, c'est de trouver un moyen de commuter la charge et d'avoir un système électronique qui va mesurer la tension et quand elle descendra en dessous du seuil, la coupe. Alors, déjà, pour couper la charge, il y a plusieurs façons. Une façon qui est très très bonne, dans le sens où on est sûr qu'il n'y aura plus zéro consommation quand la batterie sera sous le seuil, c'est d'utiliser par exemple un relais bistable. Les relais bistables, c'est des relais qui ont deux bobines et qui ne consomment qu'au moment où ils commutent. Donc on peut imaginer que quand la tension descendra au-dessus du seuil, ça donnera une impulsion dans la bobine de déconnexion qui coupera tout. Bon, maintenant c'est un relais bistable, enfin ça complique pas mal. Et je me suis dit, bon, d'un autre côté, on a des transistors MOSFET maintenant qui sont quand même très très performants. Un transistor MOSFET, on peut le voir comme un relais, mais qui est commandé avec une tension sur une impédance très grande, et qui fait que faut quasiment considérer que c'est un relais parfait. Hein. Une fois qu'il sera coupé, ça consommera quasiment rien. Reste bien sûr le circuit de commande, qui doit déjà consommer le moins possible quand la charge est active, mais aussi très très peu de courant, le moins de courant possible quand la charge est coupée. C'est justement le but, c'est de couper la consommation. Si le machin consomme, ça vaut pas le coup. Alors pour ça, je me suis dit, bon, voilà, comment je vais faire ça? Le principe de ce genre de choses, hein, c'est assez simple. L'idée, ça va être de comparer la tension de la batterie avec une tension fixe, sachant que avec un système comparateur, hein, il y a plusieurs façons de faire ça, quand la tension est trop basse, ça arrêtera d'alimenter la grille du FET, et donc ça coupera la charge. Maintenant, tout le truc est d'avoir une tension fixe. Avoir une tension relativement fixe, souvent, on pense à quoi? On pense à une jet Zener. Le problème des jets Zener, comme je vais vous le montrer tout de suite, c'est qu'il leur faut du courant. Bon, voyons ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir justement avec une diode Zener, là, pour mettre en évidence un petit peu le problème qu'il y a avec les Zener. J'ai pris ici une diode Zener tout à fait classique de 4,8 volts, nominale, et je vais l'alimenter avec différentes résistances. Donc ici, par exemple, là, je l'alimente, j'ai calculé en gros pour faire passer un courant dans les 300-400 microampères. Et là, par exemple, sous 10 volts, on voit déjà qu'elle est loin de faire sa tension nominale, hein, qui est, oui, là j'ai 3 volts. Et si je varie de 10 à 12 volts, on voit que j'ai ici une variation assez importante. Maintenant, si je change, par exemple, pour 470 ohms, déjà là on voit que pour 10 volts, j'ai une tension qui est déjà se rapproche du nominal, et j'ai moins de variation quand je varie de 10 à 12. Si maintenant je passe sur une 150 ohms,
Et ben là c'est pareil, j'ai une tension qui est encore plus proche du nominal, et voire même qu'il dépasse ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà les jets Zener, je vous rappelle la courbe hein, qui est quand même assez arrondie, leur tension nominale, il faut regarder les datasheets, c'est donné pour un courant qui est relativement élevé. Si on refait, j'ai noté un peu les mesures là, bon, je ne vais pas tout détailler, mais qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que plus le courant augmente, déjà plus on se rapproche de la tension nominale, enfin à la limite on pourrait dire qu'on s'en fout de la tension nominale, mais on voit aussi que pour la même variation de tension, hein, ici de 10 à 12 volts, eh ben, plus on va avoir l'effet recherché de stabilisation. Alors on voit que l'erreur ici, elle est quand même quasiment 2 fois plus grande que l'erreur ici, qui baisse encore. Hein. Là, je me suis amusé à mettre 100 mA. Là, l'erreur, elle est plus que de 20 millivolts pour la même variation. Donc ici, on peut voir que les diodes Zener, en gros, pour qu'elles fonctionnent bien, il faut quand même leur faire passer un courant qui est assez important. Alors ça peut être gênant ou pas gênant, mais ça consomme du courant. Et en plus, généralement, on l'utilise, hein, comme je l'ai montré dans ma petite série radio, là, en régulation shunt. Shunt, ça veut dire en gros que une partie de l'énergie de la régulation est perdue en chaleur dans la Zener. Donc ça, moi je voulais un montage qui ne consomme pas beaucoup. Les Zener, c'est pas top pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Déjà, en référence de tension, il existe des références de tension micro-power qui consomment beaucoup moins. Je dirais même des trucs comme le LM336, par exemple. Généralement, ça commence à fonctionner avec des courants relativement faibles. Mais bon, ça me plaisait quand même qu'à moitié. Ensuite, alors j'ai regardé un petit peu dans les différents datasheets et à droite à gauche. Alors il y a des circuits tout faits en fait qui font exactement un peu ce que je veux faire, comme le LT6703 ou toute la série des LTC 14, 15, 40, 41. Là. Tous ces trucs-là, c'est des circuits qui ont à l'intérieur une référence de tension, hein, qui est de type ce qu'on appelle band gap, hein, ça concerne moins un peu que les NR, un comparateur ou un ampli op. Alors tous ces circuits-là, ils sont super bien, mais il se trouve que j'en ai pas. Et je me suis dit, bon, avant encore d'acheter des trucs, est-ce que dans mes stocks, j'ai pas quelque chose? Et là, je me suis souvenu que j'avais un circuit de légende. Rappelez-vous, dans ma série Circuit de légende, je vous ai montré toutes les grandes heures là des National Semiconductors, où ils ont fabriqué plein de circuits, et dans ces grandes heures-là, il y en a un qui est sorti qui s'appelle le LM10, qui est un circuit qui est assez fantastique, qui contient à la fois une référence de tension, bufferisée par un ampli op, et un deuxième ampli op, et qui a été justement conçu pour consommer très très peu. Il marche à partir de 1,5 volts jusqu'à 40 volts, hein, si je me rappelle bien. C'est exactement le circuit qu'il me faut. Et j'en avais justement acheté tout un lot pour un autre montage où j'en avais eu besoin. Et je me suis dit que c'était un bon candidat pour faire ce que je veux faire. Alors regardons déjà un petit peu ce fameux LM10. Alors voici le datasheet du LM10, hein, donc par National Semiconductor. Bon, on va pas tout regarder hein, parce qu'il y en aurait pour très longtemps. Mais ce qu'on peut voir déjà, c'est quoi? C'est que il consomme très peu de courant. On voit, comme je vous l'ai dit, qu'il s'alimente de 1 volt à 40 volts et qu'il consomme seulement 270 microampères. Ça, c'est déjà le truc qui fait que ça m'intéresse pour mon application. Si on regarde un petit peu comment il est fait, là on voit qu'il existe sur différents packages. Hein. Là, nous, on va utiliser le package standard à 8 broches. Et voilà en fait ce qu'il y a dedans. Il y a deux choses qui sont complètement séparées. Il y a un ampli op ici, très classique, entrée moins, entrée plus, et sortie. Avec en plus éventuellement balance là qu'on peut éventuellement utiliser. Moi je l'utilise pas pour compenser l'offset. Hein. Je rappelle que l'offset c'est l'erreur de tension qu'il y a entre les deux entrées ici. Et ici un autre ampli op qui bufferise sur son entrée plus. On n'y a pas accès. Une référence de tension de 200 millivolts. Et ici qui donne la possibilité donc d'avoir ici l'entrée moins et la sortie. Alors ça, ça va permettre différentes choses. Comme on va le voir ici, si on relie directement la sortie ici à l'entrée, on a un amplificateur suiveur, c'est-à-dire qu'à la référence ici on aura 200 millivolts. Mais le fait ici de rajouter des résistances, hein, on va pouvoir lui donner du gain et éventuellement avoir des références plus élevées. Voilà le principe. Bon, je vous passe, on va pas regarder toute la datasheet. De toute façon, on la trouve très facilement sur le net. Et en même temps, comme beaucoup de datasheets de National, à la fin, comme on peut le voir voilà, ici, on voit plein d'idées d'application de ce circuit. Sachant que moi, pour ce que je veux faire, j'ai pas réellement
trouver ici ce que je voulais, mais comme on va voir, c'est très facile de l'utiliser, éventuellement un petit peu comme on veut. Regardons maintenant comment j'ai utilisé ce circuit pour faire mon montage. Voilà le schéma de mon système. Hein. Comme on voit, c'est quelque chose d'excessivement simple. Pour info, là, j'ai fait comme d'habitude un schéma avec S-Plan. D'ailleurs, je mettrai le schéma sur mon site, je mettrai un lien dans la vidéo sur mon site Sirop, hein, pour ceux qui veulent le regarder, l'imprimer ou faire ce que vous voulez avec. Alors comment ça fonctionne? Bah, ici, on retrouve le fait qui commute ici la charge. Bon, là, j'utilisais un bus 21 parce qu'il se trouve que j'en avais. Je veux dire, n'importe quel fait avec un lot RDS on ici, ça ira bien. Et qui est directement commandé par la sortie ici de l'ampli-up. Ampli-up qu'on va voir, j'ai branché en comparateur. Donc, bon, la résistance ici de 1K, à la limite, on pourrait ne pas la mettre. Surtout qu'ici, ça commute pas vite, mais enfin bon. C'est quand même mieux ici pour amortir éventuellement des oscillations, des trucs comme ça. On voit déjà la référence. Hein, donc là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'on voit que le feedback de la référence est relié à la sortie. Donc on voit ici que l'ampli-up qui bufferise la référence, bah, il est mis en suiveur. Donc ici, j'aurai les fameux 200 mV que j'applique directement sur l'entrée moins de l'ampli. Ensuite, sur l'entrée plus ici, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai calculé ici un pont diviseur de telle façon pour que la tension ici soit égale à la référence, donc à peu près 200 mV, quand la tension est ici de l'ordre de 11 volts. Alors bien sûr, calculer un diviseur comme ça et tomber juste, même avec des résistances à 1%, c'est pas très facile. En même temps, surtout ici, il va falloir une valeur quand même relativement élevée du pont diviseur, hein, parce que ici il y a 200 millivolts, hein, ça veut dire que la branche en haut ici sera plus haute. Donc ici, bah, j'ai été obligé quand même de mettre un réglage, hein, j'aime pas ça, mais comme je l'ai montré aussi dans ma vidéo sur les réglages, je me suis arrangé pour lui donner la plage la plus faible possible, mais tout en restant ici réglable. Et grâce donc à ce système-là, on a donc un bec pont diviseur qui va permettre donc de mettre la tension ici de commutation. En même temps, j'ai calculé, vu que l'impédance d'entrée ici est haute, bah, j'ai fait passer aussi un courant très faible dans ce pont diviseur. Encore une fois, l'idée c'est de limiter au maximum la consommation. Le problème, hein, si mettons qu'on ne mette pas ici la résistance R3, et ben c'est un problème qu'il y a sur tous les comparateurs. Hein. D'ailleurs, depuis le temps que je dis, il faut que je la fasse cette vidéo sur les comparateurs. L'ennui ici, c'est que bah, quand la batterie elle va se décharger tout doucement, quand elle va être pile poil ici à la sortie, eh ben, il y aura quand même un moment où ça va être vraiment pas très franc. Pourquoi? Parce que le gain ici de l'ampli-up, il est très grand, mais il est loin d'être infini. Donc ça passera ici dans une zone linéaire, ce qui fait qu'en sortie ici, on aura quelque chose de pas très franc. Le fait là, il sera à moitié commuté. S'il y a un moins de parasites ici, ça bougera. Enfin, voilà, c'est en gros les comparateurs. Soit on sait que les signaux d'entrée ils varient très rapidement, ce qui ne leur laisse pas le temps de réfléchir quand ils passent d'un état à l'autre. Soit il est de bonne pratique d'y mettre ce qu'on appelle un hystérésis. Et alors, la façon la plus classique de faire ça, c'est de faire ce qu'on appelle une réaction positive, à l'inverse d'une contre-réaction. C'est-à-dire qu'ici, on reprend une fraction de la tension de sortie qu'on vient additionner ici grâce à R3 à la tension d'entrée. Donc en gros, ça va faire quoi? Ça veut dire que selon ici la commutation, le seuil ici bouge un tout petit peu, et c'est ça, hein, ça amène à ce qu'on appelle un hystérésis, hein, truc qui est très connu, hein, c'est le principe du trigger de Schmitt. Hein, on peut dire ici que cet ampli il est monté comme ça en trigger de Schmitt, et qui fera que, comme on va le voir, la commutation ici sera très franche. Voilà, bon là il y a une petite capa histoire de découper le billou, et c'est vraiment pas plus compliqué hein, que ça, donc on voit qu'il y a très très peu de composants. Le LM10, c'est un circuit qu'on trouve assez facilement, j'ai vu sur AliExpress, là, par lot de 10, on le trouve à quelques centimes d'euros le circuit, c'est vraiment pas un truc onéreux, et c'est quelque chose de très très fiable. Passons maintenant à la pratique pour vérifier si dans la vraie vie, ce montage fonctionne aussi bien qu'il est censé le faire. Alors, passons de la théorie à la pratique. Donc, j'ai fait ici mon montage exactement conforme au schéma que je vous ai présenté sur un breadboard. Et là, pour essayer, comme charge, j'ai mis une petite ampoule 12 volts à incandescence. Enfin bon, là, je veux dire, ça joue relativement peu. On peut mettre ce qu'on veut comme charge. Alors, allons-y. Donc là, si j'augmente la tension, voilà, hein, j'ai mis ici le voltmètre aux bornes. On voit que la charge ne s'allume pas. Et ici, passer le seuil haut, toc, voilà, ça s'allume. Et on voit que la tension est de l'ordre de 11,86. Alors si après la tension monte,
Voilà, une batterie bien chargée, elle va être ici. Hein. Bah, on voit que la charge ici, elle est bonne. Et là, la tension va se décharger, et toc. Et on voit ici, ça coupe de façon très franche. Donc on voit bien que bah, y a un hystérésis hein, entre le moment où ça s'allume et ça s'éteint. Hein. C'est le rôle ici de cette résistance de 33 mégots. Et j'ai exactement l'effet recherché. Alors après, bah, en ajustant ici le réglage, on peut jouer sur à quelle tension ça se décharge. Voilà, si on y va tout doucement, voilà, on voit que c'est réglé pour... ça s'éteint aux alentours de... Si on va tout doucement... Toc, aux alentours de 11 volts 22. Ah, c'est un peu haut. De toute façon, après, on peut le régler comme on veut. Enfin, voilà. Alors maintenant, bah, on va regarder un petit peu combien consomme notre système. Donc voilà, hein, ce qu'on peut voir ici, hein, donc là je suis en microampères, et ben au repos, hein, bien sûr, une fois qu'il est coupé, hein, bien sûr la charge n'est pas alimentée, et ben pour une tension d'alimentation de 11 volts, il consomme 290 microampères, et ce qui est vraiment quand même très faible. Donc on a bien le but recherché, hein, quand la tension de la batterie va descendre en dessous du seuil, et ben la charge sera coupée et la consommation là, sera quand même négligeable, ce qui fait qu'elle mettra beaucoup plus de temps à se décharger de façon plus profonde et évitera la sulfatation. Voilà pour l'explication de ce petit montage qui peut-être pourra aussi vous servir. Bon là j'utilise pour des clôtures électriques, enfin ça peut marcher potentiellement pour n'importe quel montage alimenté par des batteries au plomb. Voire même là c'est pareil, j'ai toujours raisonné dans mon montage avec des batteries de 12 volts. Si c'est des batteries de 6 volts, le principe marcherait aussi. Il suffit de bien vérifier qu'on ait un MOSFET qui va avoir une tension de commande compatible et bien sûr recalculer le point diviseur. Et dans l'autre sens, on pourrait aussi imaginer pour 24 volts et tout ça. Voilà, bon, il fait encore très chaud là, vraiment. C'est relativement intenable. Je vais pouvoir au moins remettre mon ventilo là, ça me donnera un peu de fraîcheur. Bon, je vous parle même pas de Maurice. Je vous le montre même pas parce que je crois qu'il est liquide. Il me faudrait une louche pour vous montrer un Maurice là. Le pauvre il est moitié fondu. Que le grand Hélios, dieu du soleil, ben nous lâche un petit peu les baskets là quand même. Hein. J'aime bien le beau temps, mais là, il paraît que ça va même devenir pire. Donc je sais pas si c'est le réchauffement climatique, mais bientôt cela sera plus une cocotte minute ou un hammam qu'un labo. Enfin, merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.